Et on commençait par le gatha de l'enseignement. Le dharma incomparable, profond et subtil, difficile à rencontrer, même autour de centaines de milliers d'éons. Maintenant, nous allons le voir, nous allons entendre, le goûter, le conserver. Puissions-nous ce jour comprendre complètement la signification véritable de l'enseignement du Bouddha Tathagata. Je vais vous demander de couper le micro si vous voulez bien, parce que ça fait beaucoup de bruit annexe. Et après, il y aura un temps pour les questions, mais pas tout de suite. Merci, Jockey. Ok, donc je voudrais parler, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu quelque chose d'historique pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je suis rentrée en France, j'ai été étonnée des différences qu'il y avait entre la compréhension de beaucoup de choses, l'ordination, la transmission, le lignage monastique, etc. La différence qu'il y avait entre notre lignage de Moriyama Roshin, Eri Roshin, Iwa Zenji, etc. On peut remonter comme ça. Et le lignage qui était le lignage principal, donc de Maître Deshimaru et de ses successeurs. Je ne comprenais pas pourquoi et c'est quelque chose que je voulais comprendre et j'ai vu que c'était important, que j'étais obligée de remonter pas mal dans l'histoire de la Sotoshu pour comprendre à quel moment il y avait eu une sorte de bifurcation en quelque sorte. Le Roshi lui-même n'était pas vraiment proche de la Sotoshu. Il était très proche de Heiji, il était très proche de Niwa Zenji, de son propre maître, du Dharma, mais même si son temple était enregistré à la Sotoshu, c'était en troisième classe, hein, au plus bas possible. La Sotoshu, c'est l'école Soto, et quand je parle de Sotoshu, c'est pas au sens du Dharma du tout, c'est au sens de la structure. C'est au sens de la nécessité bien d'avoir une sorte d'administration qui regarde que toutes les personnes qui s'en réclament ont bien fait toutes les choses et organisent les temples, etc., etc. C'est une structure. Or, on sait, sans être marxiste à tout craint, que la structure tend à protéger et à développer la structure, parfois aux dépens de ce qui était au départ de cette structure. Et donc, le Roshi, lui, était proche du Dharma. Hein, sont les deux branches en quelque sorte. Le Roshi était proche du Dharma, mais était éloigné de la Sotoshu. Et bon, j'ai rien contre les structures. Les structures, c'est fondamental. Il n'y a rien qui peut se transmettre et traverser les siècles s'il n'y a pas une structure. Mais la structure n'est pas le tout. Voilà. Et donc, je pense que quand je suis entrée en France, non seulement il y avait cette différence de compréhension dans le Dharma, mais aussi avec le Roshi, ce qu'on a pensé, c'est établir le Dharma. Ça veut dire mettre la demeure sans limite en œuvre, commencer à enseigner, commencer à partager le Dharma, etc. C'était ça pour moi il n'y avait que ça pour moi. Mais j'ai été surprise quand, au bout de quelques années, je me suis aperçue qu'il y avait maintenant un responsable en Europe, même qui habitait même Paris, et qu'il y avait des réunions importantes, parce que s'il venait tous les disciples qui avaient passé ce qu'on appelle la séchine spéciale, qui consistait à aller 3 mois au Japon pour apprendre à se servir des bols, pour apprendre à faire la cérémonie, pour regarder une fois faire takatsu, etc. Moi, j'avais été invitée au tout début de la demeure à ces séchines spéciales, mais comme j'étais dans les travaux et ensuite dans le début de la demeure, et que je ne voyais pas pourquoi j'irais passer 3 mois à prendre les bols alors que c'était ma pratique quotidienne, je n'y étais pas allée. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un responsable de l'école Soto qui faisait ses réunions, etc., et que je n'étais pas invitée du tout, que ça se passait depuis des années, que moi, je n'étais même pas au courant, je me suis demandé pourquoi. Et à la fin, j'ai compris qu'effectivement, c'est parce que même si sur le plan du Dharma, tout ce que j'avais fait était reconnu, sur le plan de l'école Soto, j'étais comme un soldat de deuxième classe, en fait. Et donc, je n'étais pas invitée.
Bon, ça s'est changé, etc. Mais j'ai trouvé que c'était très important pour Jockey de ne pas avoir ce handicap en quelque sorte. Et donc, j'ai essayé de faire travailler à la fois sur le Dharma et sur la Sotoshu. Ce qui fait que Jockey Sensei, eh bien, elle est une des européennes, hein, je ne dis pas de bêtises, Jockey, qui a un des rangs les plus élevés au niveau de la Sotoshu. Bon, moi, je suis une soldat de deuxième classe, mais elle est au moins lieutenant ou capitaine, je ne sais pas quoi. Et c'est juste, et à juste titre, parce qu'elle a passé beaucoup de temps au Japon, pas seulement les 3 mois réglementaires, mais beaucoup de temps. Et voilà. Et donc, ça lui donne une assise dont moi, je ne disposais pas. Donc, c'est pour dire que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était que cette histoire avec Asotoshu et où est-ce que ça avait changé. Alors, je suis obligée, et j'aime bien l'histoire aussi. C'est pour ça que je vous ai mis les dates. Hein. J'ai demandé à Jockey de mettre les dates pour qu'on se repère. Ah oui, il y a deux erreurs sur les dates, Jockey Sensei. Hakuin, il est né en 1686. Et en même temps, j'ai mis d'autres personnes parce que je trouve que c'est important il faut que vous ayez le tableau sous le nez pour pouvoir suivre. Hein. Donc, Hakuin est né en 1686 et Manzan Dohaku, il est mort en 1741. Ça, c'est pour qu'on puisse se repérer. J'ai mis les dates de la Sotoshu, merci Jockey. J'ai mis les dates de la Sotoshu, mais aussi des dates générales pour qu'on comprenne ce qui se passait à cette époque. Au XVIIe siècle, on est dans l'ère de Tokugawa. Tokugawa, comment dire, c'est le clan qui a pris le pouvoir. On avait la capitale à Kyoto, les Tokugawa, qui sont arrivés au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, ont créé Edo, la ville qui va être Tokyo, c'est la capitale. Et ils vont rester au pouvoir jusqu'au début du 19e siècle. Ils vont tenir le Japon, on peut dire, d'une main de fer, dans un gant de fer. C'est extrêmement, tout est contrôlé, tout est centralisé. Et quand je dis tout, ça va depuis le style de maison que vous pouviez habiter suivant votre niveau social, les vêtements que vous pouviez porter, dans quel tissu, et également les temples. Les temples étaient contrôlés, le nombre d'ordinations était contrôlé, l'endroit où on pouvait faire les ordinations, etc. Il y a par exemple, on pouvait mettre, il y a eu une interdiction des ordinations pendant quelques années et c'était interdit, le shogun l'avait interdit, c'était interdit, vous voyez. Donc il y a une emprise extrêmement forte. L'école Soto, donc la Sotoshu, c'est pas vraiment une école, hein, c'est plus une administration, donc la Sotoshu, je vous ai envoyé cette brève histoire de la Sotoshu qui va jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, comment ça s'établit à travers la campagne, un petit peu partout. Mais au XVIIe siècle, c'est beaucoup moins brillant. D'abord, il y a des conflits incessants entre les temples. Il y a les deux grands temples racines, Eiji et Sojiji, et il y a des conflits incessants entre les temples. Après, il y a des conflits à tous les niveaux des temples. D'abord parce qu'on a besoin d'argent. C'est des grands temples, on a besoin de les refaire. Ils brûlent régulièrement, c'est des temples en bois, on a besoin de les refaire, on a besoin d'argent, on a besoin de riches bienfaiteurs. Et puis, comment dire, mais ça c'est bien vu aussi hein, par le shogun, c'est très morcelé. C'est très morcelé. Par exemple, quand on change de supérieur de temple, à chaque fois, le supérieur de temple va reprendre, il va se promener d'un temple à l'autre, vous voyez. Et à chaque fois qu'il vient dans un nouveau temple, que ce soit le supérieur ou un moine qui y rentre, on va reprendre la transmission de ce temple-là. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous pouviez avoir 4 ou 5 transmissions. Vous voyez, il n'y avait pas une transmission générale comme on a maintenant, où j'ai reçu la transmission de Moriyama Roshi, ou que j'aille, ça sera cette transmission. Jockey Sensei l'a reçu d'Aoyama Roshi, ou qu'elle aille, ça sera cette transmission. Tout était morcelé, divisé comme ça. Il y a une espèce de concours entre les temples. Et il y avait une chose qui s'appelle toujours Kirigami. Kirigami, gami c'est le papier, c'est littéralement les papiers pliés. C'était une sorte de papier secret. Vous voyez, chaque temple avait ses papiers secrets qu'on pliait, un petit peu comme comme on fait les pliages du Kechimiyaku, vous voyez. C'était plié comme ça et c'était redonné à chaque transmission et c'était vraiment le secret du temple, la chose spéciale du temple, etc. Bref, tout était pas brillant pour résumer.
Eiji existait encore, il va commencer à décliner dans le courant des Tokugawa, mais au début des Tokugawa, il existe encore. Euh, Par contre, le Shobogenzo de Maître Dogen a quasiment disparu. Euh, non seulement il a disparu physiquement, parce qu'il n'a jamais été tellement publié en entier. Il y a des tomes qui ont un chapitre, il y a des tomes qui ont deux chapitres, il y a des tomes qui ont quelques feuilles, etc. Et c'est considéré un petit peu comme le kirigami. C'est-à-dire que ce n'est pas le sens du Shobogenzo, de ce qu'a écrit Maître Dogen qui est cherché, mais c'est euh, bah, c'est un symbole, voilà, c'est le symbole d'un temple. Un temple, il est content parce que, j'exagère, mais c'est vrai que c'est un pouvoir de posséder le texte du Shobogenzo, c'est pas une étude. Le seul lieu qui essaye de conserver l'application de Maître Dogen et du Shobogenzo, c'est Eiji. Mais les autres temples en sont complètement indépendants. Et le problème, c'est que quand il y a une première publication, à la fin du XVIIe siècle, justement, il y a, par un des maîtres qu'on va voir, quand il y a une première publication du Shobogenzo, eh bien, chacun s'aperçoit que ce qu'il a, c'est tellement différent de ce qui est publié, de ce qui représente le Shobogenzo, qu'il y a des. Alors là, les querelles se multiplient, oui, les querelles, les dissensions entre les temples, tout se multiplie, au point que c'est la Sotoshu elle-même qui va voir le shogun, qui va voir le gouvernement pour lui demander d'interdire le Shobogenzo, que ça soit pas possible de le rééditer. Elle fait cette démarche en 1722 et le Shobogenzo va être interdit jusqu'en 1796. Vous voyez? Donc, pendant près de 70 ans, alors bien sûr, ça a continué à circuler sous le manteau, recopié, etc. Mais pendant 70 ans, il y avait un interdit de nouvelles publications du Shobogenzo. Donc, évidemment, quand on lit ça maintenant, on voit ce qui s'est passé au XVIIe siècle et qui a été vraiment important. Donc, la troisième chose, la troisième grande chose qui se passe au XVIIe siècle, vers les années 50-60, 1650-1660, c'est qu'arrive un moine, un maître chinois. Bon, il arrive, on ne sait pas trop comment, on a l'impression qu'il s'est un peu fait virer de son temple, mais enfin, il arrive, il a des moyens, et il va à la ville de Nagasaki. Nagasaki, c'était la seule ville ouverte aux étrangers, et là où venaient justement les commerçants chinois. Donc, il arrive à Nagasaki, et il va établir il va se revendiquer du véritable, c'est très important ça, du véritable lignage de Rinzai, c'est-à-dire de Rinzai, et il va établir un temple, et ce temple est basé sur ce qui se fait au moment où il est en Chine, c'est-à-dire dans la Chine des Ming. Pour faire un truc très rapide, excusez-moi, mais on a besoin de l'histoire parce que sinon on ne comprend pas le contexte. Enfin, c'est mon opinion, donc voilà, vous avez affaire avec là. Maître Dogen était dans la Chine des Tang au XIIIe siècle. Et là, on est dans la Chine des Ming au XVIIe siècle. Pour comprendre la différence, si vous vous représentez le XIIIe siècle en Europe et en France, c'est l'époque de la guerre de Cent Ans, à peu près, des petits fiefs morcelés, etc. Le XVIIe et le début du XVIIIe, eh bien, ça va être le début des Lumières, ça va être le début de la recherche philosophique, etc. en France, dans une société qui n'a plus rien à voir. Donc, il faut bien garder en tête qu'il y a cette énorme différence entre la Chine de Maître Dogen et la Chine que va apporter ce moine Yin Yuan, ce moine qui va créer une école, une nouvelle école au Japon qui va s'appeler l'école Obaku. O-B-A-K-U, oui, Obaku, l'école Obaku, euh, et il fonde un temple qui s'appelle Manpukuji à Nagasaki. Et ce temple, tout de suite, attire énormément de personnes. Il va avoir un grand soutien parce que tout d'un coup, on a l'impression de se retrouver devant quelque chose de sérieux. Il y a une discipline, il y a comment dire, des ordinations, il y a de la méditation. Voilà, tout d'un coup, les Japonais pratiquants ont l'impression de quelque chose de beaucoup plus sérieux parce que l'école Soto, mais aussi l'école Rinzai, se sont complètement fragmentées, divisées. C'est vrai pour les deux.
C'est encore plus dur, Mampukuji, pour les Rinzai, puisque lui se réclame du lignage Rinzai, justement. Mais du coup, devant cette menace, en quelque sorte, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on parle non seulement du dharma, mais d'argent aussi. Vous avez besoin d'argent, on le sait, à la demande sans limite, dans ce petit lieu, mais les grands temples, ils ont besoin d'argent. Et tout d'un coup, tout l'argent va vers Obaku et vers Mampukuji. Il y a une espèce de, comment dire, de front commun, pas vraiment en rencontre, mais de front commun Rinzai Soto à ce moment-là. Et il va y avoir Hakuin, c'est pour ça que j'ai mis la date d'Hakuin, qui va être le grand réformateur de l'école Rinzai, 17e, 18e, donc. Et pour l'école Soto, c'est ambigu. Il va y avoir une partie de l'école Soto qui va être près de Manpukuji et qui va faire une sorte de syncrétisme parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui paraît sérieux, c'est quelque chose qui est structuré. C'est une pratique, c'est retrouver une pratique, mais cette pratique n'est pas celle de Maître Dogen. Il faut bien comprendre que tout a changé, cette pratique n'est pas Maître Dogen. Mais il va y avoir une partie même des grands, d'un d'entre eux qui va être un grand réformateur dont on va parler, Manzan Doraku, qui vont être ordonnés et qui vont étudier à Manpukuji. Donc il y a une forme de syncrétisme qui apparaît en quelque sorte. Ok, donc je passe à Menzan Doraku. Et c'est là où vous allez voir pourquoi je fais cette étude et pourquoi elle m'intéresse. C'est que je vais retrouver comme des petits cailloux des choses faites par notre lignage et des choses faites par Moriya Maroshi à travers Uligakuin. La première chose que Doraku a lancée, c'est ce qu'on a appelé Fukko, F-U-K-K-O. Fukko, ça veut dire revenir aux anciennes façons de faire. C'est vraiment, vous comprenez, mais c'est comme ça toujours les réformateurs. Et on le voit dans l'Église catholique aussi bien, hein, il y a quelque chose qui perd, et tout d'un coup, il y a un élément extérieur qui vient obliger de revenir en quelque sorte à un point de départ. Bien sûr, c'est impossible de revenir à un point de départ, encore une fois, au XVIIe siècle, on ne revient pas au XIIIe siècle. Mais Doraku va commencer ce Foucault, c'est-à-dire essayer de retrouver dans Maître Dogen des éléments qu'il puisse remettre en œuvre dans l'école Soto du XVIIe siècle. Évidemment, revenir aux pratiques anciennes m'a rappelé, ça a été le premier point qui m'a rappelé Zuigakuin, bien sûr. Donc, quelles sont ces pratiques anciennes? Déjà, le problème de la transmission. Au lieu d'avoir 10 ou plus transmissions à chaque fois qu'on change de temple, Dohaku a insisté pour que la transmission du Dharma revienne à la transmission face à face, telle qu'elle est donnée plus ou moins, parce qu'on va voir qu'ils n'étaient pas adverses, ces deux grands réformateurs, à mettre dans le Shobogenzo aussi leur interprétation, parce qu'il veut dire que le Shobogenzo est quand même très vaste. Donc, Dohaku, la première chose qu'il va le faire, c'est demander de revenir à une transmission unique, une transmission face à face, de maître à disciple, de façon à ce qu'il y ait des lignages clairs et pas des lignages qui dépendent des temples. Alors ça, après, alors je vais continuer sur les autres choses qu'il a demandé. Il a demandé que les écrits de Maître Dogen, donc on a vu qu'en 1686, il y avait eu, grâce à lui, la publication du Shobogenzo. Donc il a aussitôt, enfin interdit en 1722, mais ça leur a laissé le temps de circuler. Il a demandé que les écrits de Maître Dogen, quand il décrit comment faire ceci, comment faire cela, comment organiser les lieux, etc., que ces écrits de Maître Dogen doivent être l'autorité pour tous les temples et pas seulement pour Eiji. Voilà, je vous laisse imaginer les levées de boucliers qui se sont faits dans les temples qui avaient leurs propres habitudes, leur propre façon de faire, etc. Voilà. Donc,
il a essayé d'appuyer tout ça sur le Shobogenzo, donc, et en 1703, il y a eu un accord du gouvernement. Alors, vous voyez, c'est toujours le gouvernement, c'est ça qu'on a du mal pour nous, c'est un petit peu étrange, c'est toujours le gouvernement qui va chapeauter en quelque sorte. Il y a eu un accord du gouvernement, du shogun, pour que la transmission ne soit basée que sur une reconnaissance spirituelle. Et ça a été un grand schisme dans l'école Soto. Et on le voit bien encore, puisque maintenant, tout ça, ça a des continuités, vous voyez, parce que par exemple, ben, après, on va voir au 19e siècle, quand les temples ont changé, qu'on a pu se marier et avoir des enfants, les chefs de temple, eh bien la transmission, elle est basée sur la filiation et pas forcément sur la filiation spirituelle, comme elle a pu l'être pour Joke Sensei ou pour moi-même ou pour le Roshi, etc. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas une filiation de temple. Donc c'est une sorte de schisme, un premier schisme très, très... et alors, évidemment, on a posé la question, oui, mais qui va dire que le maître est assez éveillé pour donner sa transmission, reconnaître et donner une transmission juste. Et il y avait quelque chose d'intéressant dans la réponse de Dohaku, c'est qu'il dit qu'il faut avoir foi en sa propre nature et en sa nature d'éveil. Et que même si le disciple n'est pas éveillé au moment de la transmission, la nature d'éveil va apparaître à un moment ou à un autre. Donc, Dohaku, ça a été ce premier qui a fait, ben voilà, qui a complètement bouleversé mais Dohaku faisait quand même, c'est ça qui est curieux, faisait quand même partie d'une certaine façon. Enfin, il avait été ordonné, il avait travaillé à Manpukuji. Donc, il y a quand même tout un aspect chinois des Ming dans ce qu'il va mettre en place. Et on arrive au deuxième, au grand réformateur important, Menzan Zuiho. Vous voyez que ces dates, elles se croisent un tout petit peu avec Dohaku. On n'est pas sûr s'ils se sont rencontrés ou pas, parce que Menzan Zuiho va reprendre les réformes de Dohaku, va les amplifier encore. Et moi, ce que j'ai lu, que j'ai trouvé impressionnant, c'est que Menzan Zuiho était la base, comment c'est écrit, la base doctrinale de l'école Soto. Et curieusement, et bien parce que ces grands réformateurs, ils ont tellement secoué, c'est à travers les États-Unis, en fait, qu'on a le plus de choses sur lui. Et c'est aux États-Unis qu'on a le plus. Alors, il y a on va voir, il a énormément publié, donc il y a des publications à lui, mais qui ne sont pas toujours reprises par l'école Soto. Hein, c'est vraiment il y a une continuité, hein, il y a ces espèces de tremblements de terre par ces deux enseignants, et c'est encore dans l'adaptation et c'est encore dans la recherche, et c'est là où je dis qu'il y a deux branches et que nous faisons partie d'une autre branche. Donc, Benzan Zuiho. La première chose qu'on peut regarder dans les histoires de petits cailloux comme ça qui parsèment, c'est que c'est le zui. Hein. Menzan Zuiho, c'est le zui de Zuigakuin, bien sûr. C'est le zui qui signifie le bonheur spirituel au sens de fin de de la soif, donc fin de dukkha, donc un bonheur spirituel qui n'est pas basé sur des causes et des conditions, mais qui est un bonheur spirituel, le bonheur du nirvana, on va dire. Donc ce Zui, il a dû apparaître. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que je suis... bon, il y a énormément de choses aux États-Unis. J'essaye de mettre ma main sur le plus de choses possibles, mais bien sûr, j'ai des trous parce qu'il me manque tout ce qui est en japonais et dans les archives de la Sutoshu. Et il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux pas mettre la main. Je ne sais pas à quel moment ce terme Zui est apparu dans les noms monastiques, mais je le trouve ici avec Menzan Zuiho. Donc, Zuiho, eh bien, c'était le terme de Zuigaku Rempo de Niwazenji. Ça, vous l'entendez quand on le donne à chaque fois, quand on chante dans l'écho du Zazen Shin. Ah non, même pas, d'ailleurs, il n'y est pas. Non, c'est moi qui répète, non, c'est moi qui dis Niwazenji-sama, Zuigaku Rempo. Donc, du nom du maître du Dharma du Roshi, le Roshi a donné à son ermitage, parce que Zuigaku-in, c'est un ermitage. Zuigaku, donc le lieu du bonheur spirituel avec Zui. Et mon premier nom de moine, c'est Zuimyo Joshin. Ensuite, il a donné Zuiten à sa deuxième disciple,
Et moi, j'ai donné ce ruisseau à Betty, par exemple. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se promène dans notre lignage et qui m'a donc attiré l'œil. Donc, Menzan, je prends ce nom de Menzan parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent, il va renforcer Foucault, c'est-à-dire les manières de faire anciennes. En fait, il va essayer d'enlever de l'école de la Sotoshu toutes les pratiques au Baku qui sont rentrées petit à petit. Il va essayer d'enlever l'influence de Manpukuji. Il a une carrière extrêmement longue et qui est intéressant. Il est à la fois un chercheur. Il va faire l'étude du Shobogenzo. Alors, c'est pas facile parce que en 1722, ça a été enlevé, mais enfin, on peut penser qu'il en avait plusieurs exemplaires. Il va faire une étude du Shobogenzo et il va faire cette étude de façon exceptionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui s'est jamais fait. Il va faire une étude, comment dire, philologique. Hein. Il va faire une étude à partir des termes du Shobogenzo. Et il va essayer de remonter ces termes, de les retrouver ces termes dans les écrits chinois sur lesquels s'est appuyé Maître Dogen. Donc, il va faire une étude des sources chinoises du Shobogenzo. Et puis, et c'est là où il est, comment dire, où il est ambigu et où il a une position ambiguë dans l'école Soto, c'est qu'il va essayer d'adapter le Shobogenzo, euh, qui encore une fois est très flou. Il y avait plein de choses, donc il y a tellement de différences entre ce Japon du XIIIe et ce Japon du XVIIIe siècle. Il va essayer en même temps d'adapter le Shobogenzo au Japon actuel, à ce qu'il imagine être le Shobogenzo dans le Japon actuel. Mais il faut voir que les écrits de Maître Dogen sont parfois un petit peu flous et qu'ils ouvrent la possibilité de les interpréter à différents niveaux. Et en même temps, même s'il refuse Monpukuji, l'influence de Monpukuji, il va être très proche. C'est la dernière génération, en fait, où Rinzai et Soto ne sont pas du tout mêlés, mais lui, par exemple, il va beaucoup enseigner sur les écrits de Linsi, de Rinzai. Vous voyez, il va y avoir tout, il va beaucoup être proche aussi du Shingon, l'école ésotérique. Et Akuin, quand on lit, on a travaillé ensemble le texte sur la méditation d'Akuin, on peut y retrouver beaucoup de choses qui nous semblent de l'école Soto. Vous voyez, c'est la dernière génération. Après, ça va être vraiment complètement divisé, Soto et Rinzai. Donc, il va faire, je vais passer aux réformes et tout ça. Euh, Son idée pour lui, à partir de l'étude des textes de Maître Dogen et des sources chinoises, ça va être de réformer, d'écrire, de transformer la pratique et en quelque sorte d'interpréter Maître Dogen dans la modernité. Pour nous, c'est évident que l'école Soto, c'est le Shobogenzo. Mais à l'époque, encore une fois, ça ne l'était pas du tout. C'était quelque chose de secret, le Shobogenzo, et pas du tout une étude et une compréhension. Il est très critique. Alors, c'est vrai qu'il a une attitude, il va souvent se heurter à la hiérarchie de l'école Soto. Il va être très soutenu, et c'est pour ça que je vois beaucoup de choses où je retrouve Maître Moriyama, enfin, à un certain niveau, mais il va être très soutenu par Eiji, justement, parce qu'Eiji, c'est ce qui a essayé de préserver le Shobogenzo et Maître Dogen, mais il va se heurter beaucoup à la hiérarchie de la Sotoshu, du côté plus administration. Alors voilà, je voulais montrer, parce que c'est drôle, et il est contre plein de choses. Il est contre plein de choses qui se font à ce moment-là. La première chose, enfin pas la première, mais celle que j'ai pris en premier, il est contre le Kyosaku. Et ça m'a intéressé parce qu'à Gakun, je n'ai jamais vu le Roshi utiliser le Kyosaku. Ça a été vraiment une surprise pour moi quand j'ai vu l'utilisation. Il est contre le Kyosaku. Il dit, dans le Vinaya, et si juste vous écoutez, s'il vous plaît, hein, tout ça c'est enregistré, enfin, j'espère, oui, c'est enregistré.
Dans le Vinaya, le Bouddha explique la manière d'utiliser le bâton de méditation. Il est fait de bambou ou de roseau et l'une de ses extrémités est enveloppée dans quelque chose de doux, de sorte qu'il ne blesse pas si on l'utilise. Il n'apparaît pas dans les anciennes règles de méditation, mais il a été conçu pour les cas où la somnolence ne peut être évitée. Il existe, c'est juste pour bouger doucement l'épaule de quelqu'un qui commence à s'endormir. Il dit, mais maintenant, quand on voit le Kyosaku, bien que son usage soit basé sur l'usage du bâton de méditation, il n'est pas la même chose. Il est utilisé comme un fouet pour infliger une punition ou comme un fouet sur un cheval. De nos jours, comme il n'y a pas de règle pour l'utilisation du bâton, les personnes qui guident Zazen l'utilisent souvent avec abandon autant qu'ils veulent. Et une fois que cet abus est apparu, il a tendance à se déchaîner. Donc, je me suis rendue dans divers lieux de pratique pour voir comment c'est utilisé. Et il y a des personnes c'est terrible, enfin, elle explique, qu'ils deviennent de plus en plus malades, des moines qui sont battus, ensanglantés, etc. Et ils arrivent à casser le Kyosaku et ça m'a fait rire parce que le Roshi m'avait raconté qu'un jour, voilà, ils avaient cassé le Kyosaku sur son épaule. Et comme il était un petit peu endormi, il était très dur comme ça, il dit, oh, je m'en suis pas trop rendu compte, ça m'a vaguement réveillé, mais sans plus. Et c'est le soir ou un jour dans le bain où on lui a fait remarquer qu'il était tout bleu comme ça. Enfin, voilà. Donc, contre le Kyosaku. Et après, je mettrai les textes en ligne ou quelque part. Il est contre. Alors, il n'est pas contre les koans. Il faut bien comprendre que je ne vais pas développer ce point, mais il n'est pas contre les koans. Il y a toujours eu des koans dans l'école Soto, de Maître Dogen aussi. Il est contre la réduction des koans à un seul mot, comme ça s'est fait petit à petit et comme déjà Maître Dogen est contre. Il appelle les gens qui travaillent comme ça, ben, ils ne mâchaient pas leurs mots à l'époque, hein, il faut dire aussi. Il les appelle des zélateurs à l'esprit étroit qui brandissent la fleur, hein, c'est l'histoire de la transmission du Dharma, clignent des yeux, sourient, fixent les murs, font des saluts et se fient à tort à l'enseignement sans parole. C'est une compréhension illusoire de la transmission d'esprit à esprit. Vous voyez, il ne se faisait pas spécialement des amis, il avait un langage assez direct. Il est contre les séchines trop dures, vous voyez, toutes les séchines, ben, comme ça se fait et comme ça se faisait. Il dit, j'ai plus de place pour parler de ça, mais en ce qui concerne les façons de conduire physiquement les élèves, je peux témoigner qu'on leur lie les mains ou les pieds, on oblige les gens à rester assis pendant de longues périodes, il y a un endormissement douloureux, ils sont frappés du poing, giflés, piétinés, frappés à coups de poing. En réalité, il ne s'agit de rien d'autre que de châtiments corporels, parfois infligés par les étudiants et parfois par les élèves entre eux. Donc, on voit que voilà, on voit qu'il n'était pas timide pour dire ce qu'il avait à dire. OK. Il a beaucoup publié. On pense qu'il a fait 55 au moins énormes publications de son vivant et il y a eu encore 50 publications après sa mort parce que c'est ça aussi, il faut que l'extérieur et l'intérieur s'entendent. C'est le moment de la publication, je ne sais pas comment ça s'appelle, par bloc de bois. Vous voyez des blocs de bois gravés, on va retrouver ça dans les dessins, dans les sumiers et tout, blocs de bois gravés qui permettent d'imprimer en quelque sorte beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de choses que ça se faisait jusqu'à présent. Je ne sais pas, j'ai lu l'équivalent qui avait publié quelque chose comme 8000 pages, 10 000 pages, enfin vraiment quelque chose d'énorme. Alors, il refuse aussi, alors j'ai parlé du kirigami et tout ça, mais il veut aller plus loin que Dohaku. Il refuse les kirigami, donc les papiers pliés, et il essaye de remettre en œuvre ce qui maintenant fait partie intégrante de l'école Sotoshu, à savoir le sodo. Le sodo, c'est l'espace comme il y a maintenant à Eiji, comme il y a dans beaucoup de temples, à savoir le lieu où les moines à la fois dorment, à la fois mangent et à la fois étudient. Enfin voilà, le lieu où il y a des tatamis. Nous, on a des demi-tatamis maintenant à la demeure, mais là-bas, c'est des tatamis et c'est le lieu des moines. Alors qu'avec la Shinming de l'école Obaku, la salle de méditation était différente des autres salles, de la salle du Bouddha, etc. Bref, il essaye de revenir vraiment à Maître Dogen et on voit à quel point il a réussi pour certaines choses parce que le Sodo, maintenant, c'est la partie intégrante de la Sotoshu et je pense qu'il y a même des gens qui seraient étonnés de savoir que le Sodo, ça n'existait pas à l'époque. Donc, il s'appuie sur les textes anciens.
Alors, la deuxième chose qu'il a fait beaucoup, Menzan, c'est que c'était un grand réformateur, mais aussi quelqu'un qui travaillait énormément avec les laïcs. C'est quelqu'un qui était pour comment dire, pour la diffusion. Il sortait du temple, il allait dans énormément d'endroits et comment dire, il travaillait beaucoup dans l'enseignement, à la fois auprès des monastiques et auprès des laïcs. Mais c'est intéressant parce que ça montre son statut une seule fois. Tout à la fin de sa vie, je crois qu'il avait déjà 70 ou 75 ans, il a été habité à Edo, ce qui était quand même le lieu du pouvoir, pour faire une retraite d'une semaine avec des maîtres en assistance, etc., mais une seule fois dans sa vie. Voilà. Et tout le reste du temps, eh bien, il était un petit peu dans la continuité de ce qui était écrit dans l'histoire, à savoir plus dans des temples de la province un peu éloignés, un peu reculés, etc. Donc, il va renforcer le travail de Dohaku, qu'il trouve un peu tiède. Voilà. Remarquez, c'est un peu Maître Dogen aussi qui avait tendance à trouver un peu tiède tous les autres maîtres. Et ces grands centres d'intérêt, en dehors du Shobogenzo, ça va être donc les écrits de Linchi, le Sutra du filet de Brahma, sur lequel sont basées justement les ordinations, le Vinaya, qui a toujours été exclu et qui l'est toujours de l'école Soto. Et il va donner des préceptes, il va faire les grandes ordinations comme l'ont fait au début la Sotoshu. Il donne des préceptes et il lit et il étudie, etc., le Bendowa et tout le Shobogenzo. Après, alors j'ai pas assez comment dire d'autres exemples pour savoir, mais ça paraît dans ce qu'on connaît justement des temples de cette époque. Il va faire beaucoup de retraites en solitaire aussi. Par exemple, il va faire à la mort de son maître, il va faire une retraite de 1000 jours seulement avec le Shobogenzo. Et une autre fois, il va faire une retraite de 3 ans. Alors, il reçoit des visiteurs, il fait Takahatsu. Il est hors des temples, hein, donc là aussi, il va faire Takahatsu pour survivre et tout ça. Il va faire une retraite de 3 ans seulement avec le Shobogenzo. Et il a un projet, c'est de lire en entier les 70 volumes de la Prajna Paramita. Et il va faire une retraite d'1 an, une retraite de stupa, c'est-à-dire qu'il va graver dans les pierres un kanji de la Prajna Paramita. Il va faire un stupa, une pile de pierres comme ça pendant cette retraite d'1 an. Donc tout ça, c'est des choses un peu enfin un peu, à mon avis, complètement excentriques par rapport à la vie des maîtres de cette époque-là. Ah pardon, non, les stupas, ils vont être gravés avec les kanji du Sutra du Lotus. Pardon. Le Sutra du Lotus, oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Il a toujours été central, ça par contre, il est toujours central. Il est central dans les écrits de Maître Dogen et il est central dans toute l'école de l'école Soto. J'ai pas expliqué qu'en fait, il a perdu sa mère à 15 ans. Donc ça fait un petit peu un parallèle avec la vie de Maître Dogen, hein. C'est à ce moment-là qu'il décide de devenir moine, qu'il reçoit l'ordination et ce nom de Zuiho. Pour donner un tout petit peu de contexte, c'est aussi l'époque de Basho. C'est l'époque de comment dire, c'est une époque qui bouge beaucoup. Euh, c'est une époque où, oui, il y a beaucoup de gens sur les routes, il y a toute une transformation sociale qui se fait, mais toujours sous la pression et la force du shogunat. Donc, il est ordonné, enfin, il commence à 15 ans, et puis il va continuer, il va être supérieur de temple à un moment pendant une douzaine d'années. Il va donner la transmission à beaucoup de disciples, c'est lui qui a donné le plus de transmissions, il a donné au moins 25 transmissions. Euh, il est proche de Heiji, il va y faire souvent des séjours pour rencontrer le supérieur là-bas, et il essaye de refaire les ordinations
comme celle de Maître Dogen. Et c'est là où on approche de ce qui m'intéresse, c'est les ordinations. Donc, on se base, alors j'ai toute une lecture, mais je ne vais pas la faire ce week-end, mais bref, on est arrivé à l'école Soto et on est arrivé à la façon de Maître Dogen de donner les ordinations, c'est-à-dire basée sur les 3 refuges, les 3 règles pures et les 10 prescriptions solennelles. Ces 10 prescriptions solennelles sont extraites du sutra du filet de Brahma. Et là, on arrive au texte de Maître Dogen. Alors, j'ai tellement de papiers. On arrive à un texte de Maître Dogen que je n'ai pas sous la main, mais que je sais par cœur, qui est ambigu, qui s'appelle Kyoju Kaimon, c'est-à-dire recevoir les préceptes, et dans lequel il est dit, en tout cas dans la version actuelle, parce qu'il faut bien comprendre, si vous avez bien compris, je pense qu'à travers tout ça, c'est que le Shobogenzo, il a été remanié, remanié, remanié et remanié. Dans la version actuelle, il est dit recevoir les préceptes et l'entrée dans la porte du Dharma ou quelque chose comme ça très tôt dans le Kyoju Kaimon. Et là, on a 2 voies. Menzan, qui a travaillé avec le Sutra du filet de Brahma, mais aussi avec le Vinaya. L'interprétation de Menzan, c'est que recevoir les préceptes, prendre les préceptes, c'est la confirmation de la pratique et ce n'est pas un achèvement. Il y a précepte, méditation et sagesse, c'est comme les 3 pieds d'un trépied et les 3 sont nécessaires. Donc, les préceptes, c'est une confirmation, on va dire, de Rotsubo Daishin, de faire naître l'esprit d'éveil, en quelque sorte, puisque ce sont les préceptes du Bodhisattva. Les préceptes du filet de Brahma sont les préceptes du Bodhisattva, pas du Vinaya. Mais donc, c'est cette interprétation classique, en quelque sorte, on prend les préceptes pour entrer. Face à cela, on a une interprétation qui existe jusque-là et qui est, comment dire, appuyée par un autre réformateur, mais pas vraiment réformateur, plus dans la continuité de Sutushu, très radical, qui s'appelle, mais peu importe, Dauphin, c'est que précepte et éveil sont un. Que recevoir les préceptes, c'est une transformation radicale. On reconnaît bien, là, enfin je ne sais pas, mais je pense on reconnaît bien que c'est là vraiment qu'il y a une bifurcation qui nous éloigne, nous, notre lignage, des autres lignages. Parce que là, l'interprétation de Menzan a été refusée. Elle a pas, enfin en tout cas, c'est pas celle qui a été choisie par la Sotoshu, en tant que structure. Bon. Et c'est au contraire, précepte et éveil sont un. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, mais là c'est très ambigu, d'une certaine façon, on est proche de Maître Dogen. Parce que Maître Dogen parle toujours du non deux. Hein, pratique et éveil sont un, ne sont pas deux. Mais Maître Dogen rappelle aussi qu'il faut que ce soit deux pour que ce devienne non deux. Je ne sais pas si vous me suivez, ça c'est une référence dont j'ai souvent parlé au Shobogenzo. Il y a non deux, mais pour qu'il y ait deux, c'est non deux. C'est comme Gacho. Gacho, c'est mettre ensemble pour devenir non deux, mais c'est parce qu'il y a deux au départ. Donc, on peut choisir d'être complètement du côté du non deux, et ça a été, je dirais, d'une certaine façon, le choix de la Sotoshu, et on peut choisir de reconnaître qu'il y a non deux parce qu'il y a deux, et ça a été l'interprétation de Menzan et l'interprétation qui a été gardée dans notre lignage. Ce qui fait que le jour où la première fois où une personne malheureuse devant moi s'est mise en disant je suis bodhisattva, je lui ai éclaté de rire au nez parce que je dis ah ben c'est formidable, j'ai jamais rencontré de bodhisattva parce que voilà. Et c'est le problème. Les deux posent problème. De toute façon, tout pose problème. Les deux posent problème. Le fait de croire que parce qu'on a reçu les préceptes, on est bodhisattva, donc en fait tout est réalisé, donc on n'a plus grand chose à faire,
ça, ce serait quelque chose récusé complètement par Maître Dogen, puisque c'est l'école avec laquelle enfin, qu'il a complètement refusé. Croire que c'est un début et qu'on a encore une longue route à faire, c'est faux aussi si on se base sur les textes de Maître Dogen. Vous voyez, les deux, comment dire, les deux interprétations ont leur piège, en fait. Les deux interprétations doivent être réfléchies. Et en fait, si on y réfléchit, les deux se recoupent. Mais si on n'y réfléchit pas, elles ont toutes les deux leurs écueils, en quelque sorte. Et enfin, là, une des dernières choses qu'il va tenter de remettre en mouvement, qui est très important, ça c'est vraiment pour Maître Dogen, il y a les préceptes, il y a ce qu'on appelle les shingi. Les shingi, ce sont les règles du temple. Ça vient directement de Chine et Maître Dogen a écrit ce qu'on appelle les règles de Heiji et Shingi, dans lequel on va trouver le Tenzo Kyokun, par exemple, dans lequel on va trouver la façon de manger avec les bols, dans lequel on va trouver la façon d'organiser les retraites, etc. C'est ce qui complète en quelque sorte les préceptes. Les préceptes, c'est très général, et puis les Shingi, c'est ce qui donne comment dire, la façon de faire au jour le jour pour les temples. Et donc, Menzan va dire, ces règles écrites pour Eiji sont aussi celles de tous les temples Soto du pays. Il continue, il y a des oppositions et on ne pourra pas éviter un grand débat entre les opposants et moi, qui a été soigneusement évité, bien sûr, ce qui fait que les Shingi ont, mais quand même, malgré l'opposition des temples qui avaient chacun leurs propres règles, les Shingi, en gros, se sont imposés, mais il y a très peu de temples maintenant dans l'école Soto pour lesquels ils existent, puisque les temples de famille, les temples qui sont là pour les cérémonies et les funérailles n'ont pas des shingi. Les shingi, ça reste pour les grands temples comme Eiji, Sojiji, le Nisodo, les grands temples de formation des moines. Mais à l'époque, c'était tous les temples, puisque tous les temples étaient des lieux monastiques. Donc, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais il me semble que tous les, comment dire, euh, bon, Maître Moriyama n'était pas du tout un réformateur au sens où, repensant à cela, après je vais continuer sur Menzan, mais euh, pour moi, Maître Moriyama, il est entre Ryokan et Menzan, justement. Ryokan, qui est à peu près, qui est pas très loin, hein, je ne sais plus où sont ses dates à Ryokan, mais ah voilà, il est né en 1758, donc il est un peu postérieur, mais pas tellement. Ryokan, il a quitté tout l'environnement monastique et quand il parle de zazen, on voit bien que c'est une pratique, je dirais, personnelle, non pas personnelle au sens de refermé et égoïste, mais on n'a jamais de texte où il propose aux personnes de venir faire zazen avec lui. Hein, c'est sa pratique, pas privée, je ne sais pas comment dire, je ne le dis pas du tout dans un sens négatif, hein, c'est sa pratique complète, mais voilà, par comparaison, Maître Moriyama a fait Zuigakuin pour que les personnes, justement, puissent venir pratiquer avec lui. Et on va suivre les shingi et on va suivre les ordinations. On va suivre Menzan, en fait. Et Maître Moriyama, dans sa façon de bouger, de circuler tout le temps, ça s'est fait à un autre niveau, ça s'est fait avec l'Amérique du Sud, par exemple. Mais il y a quelque chose pour moi où je retrouve cette attitude de Menzan eh bien d'aller à droite à gauche, d'enseigner au laïc, d'enseigner dans tous les endroits. Et ben moi, j'enseigne maintenant sur Internet et je trouve que c'est aussi une continuité comme ça. Voilà. Et c'est vrai que
Et pour moi, d'abord parce qu'on a continué dans cette branche et après on va voir que cette branche, on va voir demain, a encore d'autres oppositions à d'autres transformations de la Sotoshu, normalement, notamment en restant une branche monastique. Donc on est toujours une branche un petit peu à l'écart comme ça et ça m'intéressait de trouver pourquoi et jusqu'à quand. Et Zui Gakuin pose, enfin, ce qui m'intéresse, c'est que Zui Gakuin a posé les deux mêmes approches, à savoir la nécessité de réveiller, entre guillemets, la tradition, c'est-à-dire de revenir à ce que propose Maître Dogen, tout en sachant bien qu'on ne peut pas retourner en arrière, qu'on ne peut pas refaire ni au XVIIIe siècle, ni au XXe siècle le temple de Maître Dogen, parce qu'il ne faut pas oublier en plus euh, que là, alors là, j'ai pris ça mais je trouve que c'est très juste, d'un commentateur justement américain qui parle de Dohaku et de Menzan. Il dit Dohaku et Menzan étaient prêts à faire des compromis afin de maintenir la lignée, de s'adapter au contrôle strict du gouvernement et aux exigences sociales. En outre, un retour à la voie de Dogen n'est peut-être pas possible car elle n'a peut-être jamais existé, sauf en tant que son propre idéal. Parce que Dogen est mort 10 ans seulement après avoir quitté Kyoto pour commencer à construire son propre temple et de par sa mort prématurée, Eiji n'était pas encore un monastère pleinement fonctionnel. Donc, Maître Moriyama, dans son ouverture, par exemple, du temple aux hommes comme aux femmes, aux occidentaux comme aux japonais, est un maître complètement moderne, bien que le côté hommes et femmes, l'enseignement en tout cas aux nonnes et aux moines et aux laïcs hommes et femmes était présent dès le début de l'école Soto. Mais après, ça s'est fermé. Et voilà. Donc, Zuigakuin, pour moi, c'est ce même, comment dire, c'est de la modernité traditionnelle ou de la tradition moderne, mais je trouve que c'est tout à fait dans la continuité de Menzan. Et à la différence, et ça c'est le côté un peu ryokan, je dirais, de Maître Moriyama, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur l'école Soto, que ce soit en Taiji, qui est antérieur et qui fonctionnait de la même façon que Zuyakuin, ou Zuyakuin fonctionnait de la même façon plus ou moins qu'en Taiji, il n'y a pas d'impact sinon dans le souvenir des disciples et sinon dans la demeure sans limite et dans quelques autres lieux comme ça, dans cette rénovation de la tradition en quelque sorte. Enfin, pour finir avec Menzan, euh, il a écrit jusqu'à la fin de sa vie, il a enseigné jusqu'à la fin de sa vie, et les derniers mois, il a 90 ans déjà passé. S'il écrit, et ça aussi, ça m'a touché, c'est un commentaire sur les dons, sur la façon de recevoir les dons des laïcs. Et son dernier enseignement public, c'est sur cause et effet. Vous savez que cause et effet, c'est la façon de parler du karma. Et il n'en parle pas pour les êtres humains, mais il en parle pour les animaux. Il parle des cérémonies qui se font où on relâche, vous savez, peut-être vous avez lu ça dans les temples, même encore aujourd'hui, bon, c'est plus rare, mais au Japon encore, il y a des cérémonies où on relâche les oiseaux, où on relâche des poissons pour les rendre plus vivants. Bon, c'est pas forcément plus vivant, mais voilà. Et ça, c'est la dernière chose dont il a parlé. Et quand il était sur son lit de mort, ça m'a fait rire, ses disciples se mettent autour et attendent son dernier mot et lui demandent qu'est-ce que c'est son dernier mot et lui, il les regarde et il dit rien. Voilà, il est mort. Ça, c'est tout. Ça, j'aime bien. Voilà. Et après, on l'a appelé Baba Menzan, ça veut dire grand-mère Menzan, parce qu'on a trouvé dans ce commentaire, ben, comme ce que je vous ai lu sur le Kyosaku, sur les retraites et tout ça, beaucoup de douceur en fait, bon, qui s'est évaporée assez vite quand on boit, je ne sais pas maintenant, mais en tout cas, j'ai entendu le Roshi raconter et Iji, et la douceur de Baba Menzan était bien évaporée. Voilà, il a eu 103 titres de publiés. Et ce qui est beau, c'est qu'il était toujours proche des laïcs et loin du pouvoir. Et il a créé donc cette nouvelle tradition, en fait. Voilà. Et encore une fois, je ne sais pas comment dire, il est en partie reconnu par l'école Soto, mais il y a beaucoup de choses qu'il a publiées, même sur Maître Dogen, qui ne fait pas partie du corpus général de l'école Soto. Et je crois qu'il a quand même trop remué. Voilà.
Ok. On peut remettre le micro si tu veux bien, Joké, parce que là, waouh, midi pile. Sensei, Oui. J'ai juste une question, Oui. si c'est possible, parce que je vois écrit donc Menzan Zuyo, et il y a un temple qui s'appelle Zuihoji, Ah, qui est un peu et qui est aussi un sodo, mais qui est ah oui, très très c'est dans les règles. Est-ce que c'est Zuyoji? Ouais. Est-ce que c'est avec le même Zu? Ah, je sais pas. Je Voilà, je suis ne pas sais sûre. pas. Je suis pas sûre. Je Mais suis par pas sûre. contre, je sais que Si je- Zuoji, il est plus petit, il est un peu mis à part par rapport à, mais il est beaucoup plus resté dans la tradition, je dirais. Alors, Ouais, c'est rien à voir. Denis Robert, il a passé son temps là-bas, à Zuyoji. D'accord. Euh, Et je pense que comment Katagiri Roshi, oui, il est de ce, il a étudié donc. Ouais, c'est voilà. pour ça. Je me demandais si Tout c'était. à fait. Ça serait intéressant d'essayer de trouver, de voir ou de demander. Tu peux demander mieux que moi si c'est le même kanji. Ouais, je demanderai. Merci. Mhm. Demain, justement, je vais parler du lignage, hein, de la façon dont ça s'entrecroise, à la fois dans ce lignage un petit peu à part, pas mainstream, quoi, pas le lignage principal, et dont ça s'entrecroise justement avec les autres, l'autre côté du Suzuki Roshi, Katagiri Roshi, etc. Question, remarque, commentaire sur cette présentation historique. Est-ce que ça vous... bah oui, remarquez, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont me dire non, ça ne va pas intéresser, mais quand même, je veux bien avoir un retour. Le retour et le silence. Oui, ça c'était Menzan, Menzan a gardé le silence, mais vous n'êtes pas obligé de le faire pareil. Ok, je vais te demander une chose, Joké, parce que je vois bien que c'est bien s'il fait beau et tout ça, mais j'aimerais bien qu'à un moment dans l'après-midi ou en fin de journée ou avant le repas, je viens bien retrouver tout le monde dans la bibliothèque comme ça, une dizaine de minutes, et à ce moment-là, j'aurai vos retours parce que là, c'est peut-être un peu tôt. Qu'est-ce que À tu en penses? 17h30, Oui, oui, qu'est-ce moi, que vous alors que tu veux, bah, moi, j'ai pas d'heure, alors que tu veux. dites? 17h30, nous on mange à Voilà. 18h. Eh ben, c'est très bien. Et d'ici là, ben, creusez-vous la tête, mais essayez de trouver quelque chose, hein. J'aimerais bien avoir un retour. C'est un sujet auquel je tiens beaucoup, que je travaille depuis des années. Là, j'ai fait une brève synthèse, hein, mais c'est un sujet que je travaille beaucoup, que j'ai beaucoup travaillé pour faire cette synthèse. J'ai déjà dû réunir pas mal de choses et j'aimerais bien avoir un retour de votre part. Voilà. Ouf, ok. Et alors, non seulement il va falloir aller retourner le jardin, mais en plus, il faut réfléchir à ce que Cynthia nous a dit. Quelle retraite. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuité de cette retraite et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci.